bonsoir, bienvenue à ce nouveau meet-up de Bordeaux Machine Learning. Nous sommes au wagon, nous sommes aussi à distance pour une nouvelle séquence. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Yann Golem, qui est lead data science à la Maïf, ainsi que Thomas Boucher, qui est data scientist aussi à la Maïf, et ils sont à Niort. Un petit mot avant de leur laisser la parole sur notre meet-up. Donc, on est bien sûr ravis de vous accueillir. On continue ce format un peu hybride à cause, bien sûr, de la situation sanitaire. On en profite aussi pour accueillir nos amis qui sont sur Niort. Donc, c'est aussi l'avantage d'avoir ce format distanciel. Si vous avez des sujets à intervenir, parce que nous sommes en fait une communauté, vous l'avez compris, nous sommes une communauté bienveillante sur la data science, n'hésitez pas à contacter l'un d'entre nous. Donc, soit qu'il soit présent à distance, il y a Armand et puis il y a Gilles qui sont connectés et qui feront le relais des questions qui sont en ligne. Et puis, il y a nous-mêmes, Clément, Pierre et puis moi. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous si vous voulez discuter de sujets à présenter lors de ces talks. Alors, Yann et puis Thomas, c'est un sujet aussi d'actualité. C'est un sujet d'actualité qu'on voulait aborder avec vous. La fois dernière, on avait vu les changements climatiques et on a vu que finalement, ça a frappé malheureusement notre région. Le sujet d'actualité qu'on voudrait aborder avec vous, c'est l'explicabilité des modèles de machine learning, des modèles d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que déjà, ça fait partie quelque part de l'éthique de l'intelligence artificielle, de bien comprendre ce qu'on manipule comme données, mais de manière opérationnelle aussi, c'est intéressant d'avoir cette démarche parce que ça va promouvoir l'efficacité du dialogue entre des métiers qui sont en général non sachants et puis des experts, data scientists. Donc voilà, il y a des enjeux autour de la scalabilité. Et puis, Yann, Thomas, c'est à vous. Merci beaucoup. Déjà, bonjour à tous. Je voulais commencer par un bravo. Bravo à toute l'équipe organisatrice de ce meet-up. C'est vraiment super d'avoir des événements comme celui-ci pour discuter, pour partager nos travaux et puis pour interagir tout simplement. Et puis, merci en plus de l'invitation. On est vraiment ravis d'être parmi vous. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. C'est super. C'est parfait. Je vous propose de commencer cette présentation. Alors, surtout, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Alors, je ne suis pas sûr de bien voir. Si je vois le fil, je l'ai devant moi, donc je pourrais les voir passer si vous les écrivez et on tâchera d'y répondre. Bon, on essaiera d'avoir un échange interactif. C'est aussi ça qui est sympa dans l'idée d'avoir un live. Donc, n'hésitez pas à interagir, à nous couper et à poser toutes les questions que vous souhaitez nous poser. En fait, Yann, on pose les questions dans le chat. Je les récupère et c'est en fonction de comment tu avances, etc. Dans ta présentation. Il y a certains moments qui sont peut-être un peu plus dédiés aux questions et tout. Et hop, okay. Tu pourras aller voir sur le fil et donc répondre. Et voilà. On interagit et effectivement, c'est en général plus facile. OK? On fera pareil de notre côté. On fera passer le micro du coup quand ce sera le bon moment. Exactement. Go. C'est parti. Un petit mot de présentation. Peut-être on va se présenter, Thomas et moi. Moi, je suis Yann Golem, je suis référent data science à la Maïf. Voilà, je suis diplômé d'une école d'ingénieur en statistique et j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans ce domaine-là. Voilà, alors à la Maïf, j'anime notamment ce qu'on appelle la guilde data science. Voilà, des data scientists, on est assez nombreux. On est,
je pense, dans l'entreprise, on n'est pas loin d'une quarantaine de compétences data science et on veille à se retrouver à intervalles réguliers pour partager déjà tous les cas d'usage sur lesquels on travaille, partager nos bonnes pratiques, la veille qu'on peut faire chacun de notre côté. Et l'idée, c'est que voilà, on est dans une grande entreprise où il y a pas mal de compétences et qu'on capitalise sur toutes ces compétences pour être tous plus intelligents collectivement. Et puis, je suis également pilote de projet data science et data scientist, et je suis notamment à l'origine du projet qu'on va vous présenter avec Thomas aujourd'hui, qui s'appelle Chapache. Bonjour à tous, Thomas Boucher. Je suis data scientist à la Maïf depuis 2 ans, en reconversion après quelques années en actuariat. Et puis à la Maïf, je travaille plutôt sur des problématiques autour des scores. Et dans ce cadre-là, je suis contributeur à Chapache et je suis ses développements depuis son open source en début d'année 2021. Un petit mot sur la Maïf. Bon, on est très connu, mais on va quand même se présenter l'entreprise. Voilà, on est une assurance, bien sûr. On est connu parce qu'on est 5e assureur français en habitation et 6e assureur automobile. On ne vend pas que ces produits. Je vous en parle dès maintenant parce que c'est aussi ce qui a motivé les projets de data science sur lesquels qu'on va partager tout à l'heure. On vend des produits d'assurance de personnes, on vend la protection juridique, l'assurance décès, l'assurance emprunteur, ce genre de produits pour lesquels on est moins connu. La plupart de nos clients sociétaires nous appellent par rapport à l'assurance auto, à l'assurance habitation, et on utilise le machine learning notamment pour identifier parmi nos 3 millions de clients sociétaires ceux qui pourraient être les plus appétents à souscrire ces produits-là. Et puis, on est surtout connu parce qu'on a un positionnement assez singulier. On est assureur militant. Donc ça, depuis l'origine de la mutuelle, il y a près de 100 ans maintenant, un peu moins, 90 ans, on a cette étiquette-là qu'on cultive. On est singulier parce qu'on œuvre pour le bien commun. C'est quelque chose qui est très présent dans notre mutuelle. Ça se traduit par pas mal d'actions, notamment pendant la crise Covid, pendant le premier confinement où aucun Français ne roulait, tous les véhicules étaient stationnés dans les garages. On a fait le choix à la Maïf de rembourser la cotisation automobile de nos clients sociétaires. Donc voilà, ça se traduit par des actions concrètes, ce fait d'être assureur militant. Et puis depuis 2020, on est aussi une entreprise à mission. Et à ce titre, on place vraiment le bien commun au cœur de notre action. Alors ça se traduit par pas mal de choses, le fait d'œuvrer pour le bien commun, et ça se décline vraiment dans la plupart de nos directions. Et on va l'illustrer tout de suite par Chapache. À la data, notamment, on est contributeur de l'open source. Des solutions qu'on est amené à développer, on les diffuse à l'externe. Voilà. Alors ça a pas mal de vertus et je m'y attarde brièvement parce que finalement, il y a pas mal c'est porteur de valeur et beaucoup plus qu'on l'imagine. Alors bien sûr, ça fait rayonner la Maïf. On est content de pouvoir présenter comme aujourd'hui nos solutions et de discuter et d'échanger avec nos pairs. C'est super. Ça nous permet aussi de renforcer notre marque employeur. On l'a dit en intro, on est basé à Niort, nous, avec un marché de l'emploi qui est beaucoup plus petit qu'à Bordeaux ou à Paris, bien sûr. Et donc, c'est important l'attractivité pour nous dans une période où les profils de data scientists sont assez courtisés. Nous, on se différencie finalement et on séduit des profils qui nous rejoignent. On a recruté pas mal ces 2 dernières années en exposant ce savoir-faire à l'externe, en montrant qu'on contribue à l'open source. Il y a beaucoup de candidats qui se reconnaissent un peu dans cette démarche de
contribuent au bien commun et qui aimeraient bien à leur tour contribuer. Et puis finalement, on donne aussi à voir sur la façon dont on travaille à travers le code qu'on produit et les cas d'usage qu'on traite avec les différentes briques qu'on a pu open sourcer. Et puis autre chose qui est très très fort aussi sur cette expérience sur l'open source, c'est que tous les collègues internes qui ont pu contribuer à ce projet, ils ont aussi franchi quelques étapes en termes de qualité de code, en termes ils se sont familiarisés avec des notions qui n'étaient pas forcément connues de tous, hein, sur le code coverage, le fait de mettre des tests unitaires devant chaque fonction qu'on code, les logiques de CI/CD, d'intégration continue, le lintage, tous ces concepts que connaissent bien les développeurs et que ne connaissent pas toujours les data scientists. Et finalement, se confronter et faire des projets open source, c'est se frotter à une exigence en termes de qualité de code et de pertinence des développements supérieure à ce qu'on pourrait faire, je pense, traditionnellement. Et finalement, ça, on capitalise dessus parce que tous ceux qui ont contribué à ces briques open source, aujourd'hui, ils codent aussi différemment et le patrimoine qu'on développe en interne, qu'on ne publie pas forcément en open source, pour répondre aux besoins de nos métiers, il bénéficie un peu de tout ce savoir-faire-là qu'on acquiert. Un petit mot pour dire qu'on est contributeur de l'open source depuis 2018. Initialement plutôt sur notre plateforme de microservices et depuis 2019 sur la partie IA avec Melusine, qui est notre autre solution open source à date sur le traitement automatique des emails, et Chapache depuis début 2021. Et on a d'ores et déjà dans nos roadmaps des futures contributions pour début 2022. Alors, je vais présenter cette slide avant de laisser la parole à Thomas pour vous préciser un petit peu le contexte de pourquoi on développe Chapache. Ça a été dit aussi en introduction. Je vous ai fait part de pourquoi on faisait du machine learning, donc pour pouvoir ne pas être dans la sursollicitation de nos clients. On a besoin de faire connaître certains de nos produits d'assurance méconnus de par notre clientèle, de par notre sociétariat. On essaye à la Maïf de le faire de façon rationnelle et de ne pas être dans une sursollicitation commerciale. Donc, l'enjeu, il est clair quand on fait de la data science pour la relation client, c'est de distiller le bon produit au bon client sociétaire au bon moment et sans le sursolliciter. Une fois que c'est dit, on a aussi une approche en matière d'IA de co-construction. On est convaincu que, et on l'entend tous les jours dans notre société, l'IA, elle fait peur. Elle suscite la méfiance de pas mal de Français. Et c'est vrai, bien sûr, dans notre société, c'est aussi vrai en entreprise. Et donc, il y a un besoin de démystifier et de susciter de l'adhésion. Et finalement, rien de mieux pour susciter l'adhésion que de co-construire. Et donc, on a développé Chapache dans cette intention-là, de pouvoir faire preuve de pédagogie auprès de nos métiers pour être plus dans une démarche itérative où on se comprend, on partage, chacun fait bénéficier à l'autre de ses compétences et on est capable d'interagir et de progresser collectivement. Mais j'en dis pas plus à ce niveau pour pas spoiler Thomas. Autre point important sur l'explicabilité et la transparence, c'est que ça permet bien sûr, dans un contexte opérationnel, de faciliter aussi le discours commercial et d'être en capacité de déjuger l'algorithme lorsqu'il repose sur des informations erronées. On peut passer à la slide suivante et je te laisse la parole, Thomas. Oui. Alors, avant de vous parler de Chapache, un petit focus sur les valeurs de Chapelet. Depuis plusieurs années, pour comprendre un modèle, ce qu'on fait
majoritairement c'est de l'analyser d'un point de vue global, c'est-à-dire que on va essayer de regarder la feature importance, donc les variables qui ont le plus d'importance sur notre modèle. Et donc, ça, c'est l'aspect global. Et maintenant, ce qu'on essaie de plus en plus de faire, et ce qu'on propose aussi dans Chapache, c'est une explicabilité dite locale. Qu'est-ce qu'une explicabilité locale? C'est une explicabilité à l'individu. Et donc, par exemple, là, sur un cas d'usage où on a une probabilité de décès de 40%, ce qu'on veut, c'est accompagner la prédiction d'une explicabilité. Et donc, on va pouvoir décliner cette prédiction de 40% sur l'ensemble des variables qui ont une influence sur la prédiction. Donc là, par exemple, cette prédiction à 40%, elle est expliquée par 10%, c'est la prédiction moyenne. Et pour notre individu, son risque va augmenter de 10% en raison de sa pression sanguine, de 10% en raison de son IMC, de 30%, ça va diminuer en raison de son sexe et de 40% en fonction de son âge. Et donc, pour obtenir cette explicabilité locale, il y a plusieurs méthodes de calcul. Et une des méthodes, c'est la méthode des Shapley Values, qui est une méthode qui a été fournie par Lloyd Shapley, mathématicien et économiste, et qui fait de la théorie des jeux ce sur quoi se basent les Shapley Values. Et donc aussi, Chapache, le nom de la librairie, c'est un clin d'œil à ces Shapley Values, et aussi dans notre politique open source, où on va donner des noms de divinités. On a attribué Chapache, c'est une déesse perse qui a pour but de faire la lumière, et de faire la lumière sur les algos de boîte noire. Alors, Chapache, c'est un outil qu'on va utiliser à 3 moments pour le data scientist. Le premier moment, c'est lors de la phase de conception, donc en mode plutôt exploratoire, où le data scientist il va entraîner un modèle de data science, et il va vouloir un peu itérer sur son modèle, le partager. Et donc, ce qu'on va proposer, c'est principalement une web app qu'on va vous présenter tout à l'heure, qui permet de visualiser facilement tout un tas de visualisations. Ça permet aussi, du coup, avec cette web app, de faciliter le dialogue avec nos métiers et de discuter de nos résultats que l'on obtient avec nos modèles. On va également l'utiliser dans l'étape de production que Yann a un peu décliné juste avant, où l'idée, c'est d'associer à une prédiction un argumentaire pour être transparent sur comment le modèle a fait sa prédiction. Donc, ce qu'on va restituer en production, c'est la prédiction et un résumé de notre explicabilité qu'on va travailler avec le métier et qu'on va adapter à son besoin en termes de lisibilité des contenus. Et l'idée, c'est aussi que le fait d'associer un argumentaire, ça permet, par exemple, à nos conseillers de mieux utiliser le modèle qu'on lui fournit et la prédiction. Le troisième temps, c'est pour tout ce qui est gouvernance de l'IA, où on a une partie dans Chapache qui est un rapport HTML qui permet de documenter notre modèle, qui permet de figer les explicabilités qu'on a calculées avec Chapache et qu'on va pouvoir fournir à des personnes comme comme l'audit interne, comme le contrôle interne, ceux qui vont travailler un peu sur la gouvernance des modèles d'IA. Et l'idée, c'est d'avoir un rapport standard, un peu comme sur la web app, qui s'adapte à tous les modèles et qu'on va pouvoir facilement générer.
Donc, Chapache, les fonctionnalités. En fait, Chapache, ça va être une surcouche à des méthodes de calcul des contributions locales. C'est-à-dire que j'ai parlé des Shapley Value, qui est une théorie pour calculer les contributions locales. Et une des principales librairies qui vont permettre de calculer ces contributions, c'est Chap. Et on a une seconde qui est Lime, qui est une autre manière de calculer des contributions locales. Et donc, Chapache va permettre de calculer les contributions à l'aide de ces deux librairies, et une troisième qu'on verra plus tard. Et après, on va avoir différentes fonctionnalités qui sont proposées. Donc, la principale, c'est vraiment des visualisations qui sont très claires, très lisibles, avec une web app qu'on va vous présenter tout à l'heure. Ce qu'on essaye de faire, ce qu'on a fait, c'est des warnings et des libellés qui sont clairs pour tout le monde. C'est-à-dire que les libellés là, qui sont rendus dans la web app, c'est des libellés lisibles par tous et ce n'est pas les libellés techniques que l'on met dans notre modèle. Ça permet d'avoir une simplicité de lecture. On permet aussi une restitution résumée de l'explicabilité locale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire différents filtres pour choisir une explicabilité locale plus simplifiée. Une facilité de déploiement en production à l'aide d'un objet spécifique qu'on vous détaillera tout à l'heure. Et surtout, un outil ouvert qui va permettre aux data scientists d'appliquer toutes sortes de modèles, des modèles type CatBoost, LightGBL, XGBoost, Random Forest, tous les modèles classiques. Et aussi différents types d'encodeurs, parce que, par exemple, des variables catégorielles, on a besoin de les encoder avant d'utiliser notre modèle. Et donc, on va pouvoir aussi laisser la possibilité d'utiliser des encodeurs type catégorie encodeur ou un autre encodeur, et les prendre en compte pour restituer après l'information de manière claire et lisible. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment que cet outil ne soit pas un carcan pour le data scientist, et qui puisse l'utiliser à sa guise et très facilement. Pour te compléter, Thomas, juste pour dire sur la slide d'avant, ce qui nous a fait développer Chapache et qu'on ne trouvait pas sur les nombreuses contributions open source déjà existantes. Il y a notamment la gestion des variables catégorielles. En fait, dans les cas d'usage marketing, je pense que ceux qui travaillent dans ces services-là, on se rend compte que la plupart de nos cas d'usage, c'est des cas d'usage de classification et souvent, 80 à 90% de nos features sont des features catégorielles. Et ces features-là, on est souvent obligé de les encoder en amont et de différentes façons. Et du coup, les Lime et les Chap, ils perdent de leur lisibilité. Et donc, voilà, on va y revenir, mais on a créé à travers Chapache une capacité à exploiter ces objets encodeurs qu'on a pu exploiter en amont de la modélisation pour gagner en lisibilité des sorties. Quelques lignes de code pour vous montrer rapidement comment utiliser Chapache. En gros, on a une première étape où donc le data scientist va charger son dataset, encoder ses variables, entraîner son modèle. Et après, il suffit de déclarer un objet, donc un objet qu'on a appelé le Smart Explainer, où d'ailleurs, dans l'exemple, on a mis un dictionnaire pour justement faire la labellisation entre les libellés techniques de notre dataset et les libellés pour les libellés. Et ensuite, on a l'objet, la méthode compile qui va permettre de faire les calculs d'explicabilité. Et ensuite, l'étape 3 pour lancer la web app. Alors là, je vais passer sur la web app. Donc, la web app Chapache, elle est découpée en 4 fenêtres, avec en haut à gauche la fenêtre de feature importance,
où on va voir les variables qui jouent le plus sur notre modèle. Donc là, on est sur un cas d'usage avec des données publiques qui sont des prix des maisons, avec un modèle de régression qui va estimer le prix de nos maisons à l'aide d'un ensemble de variables, la qualité des matériaux, des variables de surface, des dates, des localisations, donc des variables continues et des variables catégorielles. Et donc, on va avoir la première partie qui est donc, les variables qui ont plus d'influence. Donc là, on a une première variable qui est la qualité des matériaux de la maison et sa finition. Une deuxième variable qui est une variable autour de la surface. Et donc, pour chaque variable, on va pouvoir cliquer sur la variable pour avoir son détail en dessous, où on a ce qu'on appelle le contribution plot. Ce contribution plot, donc ici, c'est de 1 à 10, c'est des variables de niveau de qualité de finition. Donc 1, c'est pour les moins bonnes qualités, 10, c'est pour la meilleure qualité. Et à gauche, on va avoir le résultat de la contribution associée. Et donc, ce qu'on voit assez logiquement, c'est que plus la maison, plus le matériel et la finition est de qualité, plus ça joue positivement en termes de prix d'achat de la maison. Ce qu'on va pouvoir faire après, c'est cliquer sur, juste là. Donc ça, on peut passer après sur la surface au mètre carré, où ce qu'on voit, c'est que plus la surface de notre bien est grand, plus le prix est grand. Et après, si on veut observer localement des points, on va pouvoir avoir cette partie qui est l'explication locale, où on retrouve l'ensemble des explications associées à la prédiction. Donc là, c'est un bien qui a été prédit 467 000 $. Et donc, par rapport à la moyenne, on va avoir une augmentation du prix de 114 000 $ parce que la qualité est de 10, de plus 57 000 parce que la surface est de 4 400, et ainsi de suite. On va avoir l'ensemble des variables en jaune qui jouent positivement sur la prédiction et en bleu, les variables qui jouent négativement. Ce qu'on va pouvoir faire également sur cette partie explicabilité locale, c'est faire des filtres. Donc là, par exemple, on va pouvoir filtrer les contributions au-delà d'un seuil pour avoir plutôt un résumé des variables qui ont le plus d'impact localement. On peut également faire un peu la même chose en choisissant le nombre de variables que l'on veut conserver dans cette explicabilité locale et choisir si on veut conserver uniquement les valeurs négatives ou uniquement les valeurs positives. On a également ici la possibilité de masquer certaines variables pour certains besoins métiers où on n'a pas besoin de se focaliser sur certaines variables parce qu'elles sont moins intéressantes en termes d'explicabilité. On peut choisir une variable pour la supprimer dans la restitution locale. La dernière partie de la web app, c'est une partie tabulaire où on va retrouver l'ensemble de nos individus, donc ce qui nous permet de pouvoir cliquer directement sur un individu et le visualiser en dessous. Ce qu'on va pouvoir faire également, c'est des filtres. Donc, par exemple, là, on peut filtrer sur les surfaces inférieures à un certain nombre de mètres carrés. Et de manière interactive, ça nous permet aussi de pouvoir observer l'importance par sous-population, le rôle des variables en termes d'importance sur une sous-population par rapport à la population globale. Alors, on a également une nouvelle fonctionnalité qui est sortie en avril autour du groupement de variables. Ce qu'on peut faire, c'est sur le jeu des datasets des maisons, en fait, on a une dizaine de variables qui est associée à la surface de la maison. C'est-à-dire qu'on a des variables sur la surface de la cuisine, sur la surface du garage,
sur la surface totale. Et ce qu'on a proposé, c'est de déclarer en amont que ces surfaces sont des variables qu'on peut grouper ensemble. Et on va pouvoir du coup restituer dans la feature importance le groupe de variables plutôt que toutes les variables séparées. Ça permet d'avoir vraiment un résumé plus simple et plus lisible quand on a un gros dataset qui contient 100, 200 variables. Ça peut être plus pratique. Et dans cette manière de grouper les variables, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, en cliquant sur notre variable, après, avoir le détail de l'ensemble de nos variables de surface au mètre carré. Voilà pour la web app. Je vais repartager mon écran. Alors, donc, aussi, Alors, attends, Thomas, c'est Gilles. Juste une toute petite seconde. Ouais. Suite à la web app, est-ce qu'il y a des questions en fait? Peut-être dans la salle, je ne sais pas. Clément? Non, c'est bon de notre côté. Non, c'est bon. Et sur Zoom, non, a priori, il n'y a personne. Autant pour moi, la démonstration est super claire. Alors là, si tu veux, je prends le relais pour la partie Smart Predictor, Thomas. Ouais. Alors, donc, tout ce que vous a présenté Thomas, là, c'était la partie exploratoire. C'est le premier moment où le data scientist, il fait son premier modèle, il veut se le faire valider par les métiers, donc il le représente. Ça y est, maintenant, ça s'est passé. On a pu échanger avec nos métiers, ils ont validé le modèle, ils sont contents de ce qu'on a pu faire ensemble. Et là, l'enjeu suivant, c'est que cette explicabilité ne reste pas au stade d'outils exploratoires, mais qu'elle vienne alimenter un process opérationnel et qu'elle vienne accompagner chaque recommandation. Donc pour ça, dans Chapache, on a construit un objet dédié. On avait un objet dédié à l'exploration, celui que Thomas vous a partagé, le Smart Explainer. Et celui-ci, par construction, on a cherché à optimiser certaines choses, une facilité d'exploration, le fait que la web app, elle est un dataset de test sur lequel s'appuyer pour qu'on puisse faire l'effort de pédagogie. C'est aussi conçu pour que cette web app, elle réponde rapidement, même si vous avez des datasets un peu volumineux. Mais néanmoins, c'est un objet qui est assez gourmand et qui contient pas mal d'attributs qui ne sont pas utiles pour passer en production. Donc, on a conçu un autre objet qu'on a appelé Smart Predictor pour le dissocier du premier, où là, notre modèle, il est validé, on veut le passer en production, on veut avoir des tests de cohérence renforcés pour s'assurer que ce qu'on livre en production, que ce soit tout ce qui compose le pipeline, que ce soit le modèle, éventuellement des dictionnaires pour bien worder les sorties, des encodeurs en amont de la modélisation, tout ça soit bien compatible, qu'il y ait les tests de cohérence qui vont bien pour que tout ça matche parfaitement et qu'on n'ait pas de mauvaises surprises en production. Et puis, c'est surtout un objet beaucoup plus frugal qui évite de surcharger inutilement des environnements de production. Voilà, et donc tout ça, ça permet quoi opérationnel? Ça permet que, par exemple, si je reprends le prix de nos maisons, par exemple, un agent immobilier, Stéphane Plaza, qui bénéficie de notre moteur d'estimation de prix de vente, et non seulement il est l'estimation du prix de vente du bien qu'il propose, mais qu'en plus qu'il ait un résumé pour ce bien précis qui est estimé à temps, les quelques critères qui ont justifié cette estimation. Je te relaisse la main, Thomas.
OK. Et donc, on a un autre objet qui est le Shapash Report, enfin une fonctionnalité donc, que j'ai un peu introduite tout à l'heure. L'idée, donc, c'est de contribuer à la gouvernance de l'IA à l'aide de ce rapport en sauvegardant une version de notre modèle et de son explicabilité. Donc, c'est plutôt sur la base d'un document d'audit type rapport figé. Donc là, on l'a fait en HTML. On a fait une navigation simplifiée avec des menus. On a la possibilité d'adapter le template et ce qu'on veut faire ressortir comme information de notre rapport. Et l'idée, c'est qu'il soit facilement compréhensible par tous et partageable. Je vais pouvoir vous le montrer assez rapidement. Donc, il ressemble à cela avec une partie information générale sur le modèle, les données, ce qu'on cherche à y faire, des informations sur les données, sur la préparation des données, sur l'entraînement du modèle et sur ses paramètres, donc une partie assez verbeuse pour expliquer un peu, environner le modèle de son contexte. On a une partie analyse de notre jeu de données avec donc la possibilité, avec un menu déroulant, d'observer les variables catégorielles et continues en analyse univariée. On a une partie avec la variable cible, donc là, la variable des prix de maison sur notre jeu d'entraînement et notre jeu de test. Une partie analyse des corrélations entre nos variables. Et après, on va retrouver ce qu'on a compilé avec Shapash, donc autour de la feature importance, la contribution de chacune de nos variables et une partie sur les variables, la prédiction associée à nos deux datasets. OK, donc voilà pour les 3 moments pour lesquels Shapash est utile. Et maintenant, c'est le moment d'introduire finalement, depuis le lancement de la librairie qui a eu lieu en janvier dernier, on a pu la partager, en discuter avec de nombreux acteurs et de nombreux grands groupes français. Et finalement, les problèmes qu'on rencontre, on est très nombreux à les rencontrer et on a eu pas mal d'échos dans nos présentations et il y a quelques entreprises qui se sont manifestées pour contribuer. Voilà. Des entreprises qui, pour la plupart, avaient développé des outils internes pour répondre à certaines problématiques, à certains enjeux, et qu'on a pu intégrer ces derniers mois dans Shapash avec les 2 dernières releases notamment, où Quantmetry, Société Générale et le groupe Vive nous ont rejoints. Alors, très concrètement, qu'est-ce qu'on a fait dans ces dernières releases? On a élargi le spectre couvert par la solution. Donc, on a parlé brièvement de Shap, qui est le back-end qui est aujourd'hui la solution la plus utilisée pour travailler cette logique d'explicabilité locale, qui est aujourd'hui l'état de l'art dans ce domaine. Mais néanmoins, Shap, si vous regardez les réseaux sociaux, c'est une approche qui est aussi critiquée, et notamment lorsque les datasets qu'on manipule ont d'une part des données catégorielles. Il y a certains papiers qui montrent les limites de Shap pour ça. Et également lorsque les données du dataset d'origine sont corrélées. Et donc, pour un peu corriger ces travers, Quantmetry nous a proposé un back-end alternatif qui s'appelle ACV,
et qui comment dire, est intégré depuis le mois de septembre à Chapache. Donc, depuis septembre, on peut choisir d'utiliser Chap ou ACV. Et puis, même depuis peu, depuis la semaine dernière, on peut aussi utiliser Lime. Et là, c'est Viv qui nous l'a proposé. Donc, la nouveauté de Chapache, c'est qu'on peut utiliser différents back-ends maintenant pour restituer de l'explicabilité locale. Et autre point fort, comme ces approches sont quand même montrent certaines limites, notamment en termes de stabilité, la Société Générale nous a proposé une nouvelle fonctionnalité, ou plutôt des fonctionnalités. Ils nous ont proposé 3 métriques qui nous permettent, à nous, data scientists, de mieux challenger l'explicabilité qu'on fournit. Et ce, sur 3 critères. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui de ces 3 critères, mais je vais vous en exposer brièvement les principes. Le premier, c'est un critère de stabilité, ou appelé métrique stability. L'idée est de voir comment, sur un dataset de test, lorsqu'on regarde l'explicabilité locale d'un individu, regarder sur ses plus proches voisins si cette explicabilité est stable. Et voilà, si ce n'est pas le cas, c'est que potentiellement, on a de l'instabilité. Et donc, on a quelques visualisations qui nous permettent de représenter cette instabilité. Et on a même certaines représentations de la features importance. On le voit en haut à droite sur cette slide, où on a hiérarchisé les top features, celles qui ont le plus d'impact sur le modèle, qui sont tout en haut, et celles qui en ont le moins sont tout en bas. Et on arrive à, sur un même graphique, à représenter et cette importance et la stabilité de l'explicabilité associée à la feature. Donc là, on voit notamment qu'il y a la variable âge, où on voit qu'il y a vraiment de l'instabilité sur ce critère-là. Autre critère important, intéressant, c'est un critère de compacité. Alors, souvent, nos modèles, et c'est le cas chez nous en production, ils ont 60, 70, 80 features en entrée. Et on en est forcément, quand on veut restituer de l'explicabilité pour un contexte opérationnel, on ne restitue pas l'intégralité de ces 80 critères. C'est illisible pour le commun des mortels. Donc, on fait un résumé, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et on a une métrique de compacité qui nous aide à identifier c'est quoi le bon nombre de features pour faire ce résumé. Et c'est quoi le bon nombre de features, sous-entendu, c'est quoi le nombre de features nécessaires et suffisant pour restituer une bonne part de l'explicabilité locale. Et enfin, dernière métrique, c'est une métrique qualifiée de consistency. Et l'idée, là, elle est assez simple et assez intuitive en tout cas. C'est que potentiellement, on peut calculer des explicabilités locales avec Chap, Lime et ACV, par exemple, qui sont les backends qu'on propose. Et ça peut être intéressant de comparer ces explicabilités pour savoir si, d'une façon de calculer les contributions locales d'une méthode à une autre, finalement, on a des résultats qui sont assez stables. Est-ce qu'il y a une méthode qui est vraiment très distante des autres? Et donc, voilà, on a cette consistency qui permet en gros de faire ça, de voir quels sont les individus pour lesquels les explicabilités locales sont proches d'une méthode à une autre. Et on peut regarder, on peut visualiser les écarts d'une méthode à une autre, trouver les individus les plus représentatifs de ces écarts pour essayer de comprendre où est-ce qu'ils se matérialisent, ces écarts. Donc tout ça, finalement, c'est une première étape déjà pas mal aboutie
qui va nous permettre de mieux challenger l'explicabilité qu'on fournit. Et on est vraiment très content de cette contribution de la Société Générale qu'on utilise sur nos cas d'usage interne et qu'on pense qu'on va développer dans les mois qui arrivent parce qu'on pense qu'il y a pas mal de potentiel pour identifier notamment des poches de population sur lesquelles il ne faut pas trop se fier à l'explicabilité, notamment parce qu'elle est sans doute pas très fiable. Un petit mot sur la roadmap. Il y a pas mal de choses qu'on a déjà produites en 2021. Mais on va continuer à développer en 2022 Chapache avec des partenaires à nouveau et sur 3 axes notamment. Le premier axe, c'est la partie NLP. On a ces besoins en interne où on fait pas mal de modèles de classification, notamment sur les emails de nos clients sociétaires pour identifier l'objet de la demande de nos sociétaires. Et voilà, nos métiers internes seraient assez friands d'avoir un peu plus de visibilité sur l'explicabilité de ces modèles NLP. Donc, on va y travailler et on a commencé à y travailler ces dernières semaines. On a une autre thématique qui est de pouvoir évaluer, comparer des modèles. Voilà, un modèle, il vit dans le temps. Potentiellement, il y a de la dérive et on est amené à le réentraîner. Alors ça, c'est une tâche qu'on a à faire qui peut être chronophage selon ce qu'on souhaite embarquer dans cette partie réapprentissage, si on veut rajouter des features, par exemple. On se dit que, notamment pour justifier un peu de ce temps qu'on passe à faire ça et de la valeur qu'on apporte, ça pourrait être intéressant à travers Chapache, de pouvoir un peu mieux présenter, partager avec nos commanditaires ce qu'a amené le réapprentissage, comment a changé le modèle d'une version à une autre. Ça, c'est le point 2. Et le troisième point, en fait, je me rends compte que je l'ai déjà abordé, c'est continuer à travailler cette notion de qualité de l'explicabilité qu'on délivre à travers, en creusant les métriques qu'on a présentées juste au-dessus. Voilà, et pour conclure, on est très heureux et aussi très fiers collectivement que cette solution soit populaire. On a reçu un prix cette année, on a reçu 2 prix même, un par le site américain KD Nuggets par rapport à un blog qui présentait à quoi servait Chapache. On a reçu en 2021 un prix et on a reçu en France l'Argus d'or de l'assurance pour l'Open Innovation. Et puis, surtout, on est très content que notre solution elle soit populaire sur GitHub. On est à presque 1500 stars, peut-être un petit peu plus grâce à vous. Si vous avez aimé notre présentation d'aujourd'hui, dès ce soir, peut-être qu'on aura un peu plus d'étoiles. Et puis, surtout, elle est téléchargée, et ce n'est pas juste des étoiles. Alors, les stats sur PyPy, c'est en vrac en ce moment, mais au moment où ça a planté, on était à 115 000 téléchargements et installations de Chapache. Donc on est fiers de cette réussite. Voilà. Et puis, on espère qu'on sera de plus en plus nombreux à contribuer dans les prochains mois et prochaines semaines à ce beau projet. Merci. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a des questions. Oui, il y a une question d'Armand. Alors, peut-être qu'il peut la poser en direct s'il arrive à se connecter. Je ne sais pas. Armand? Armand, cher ami? Non? Bon, alors je vais la poser pour lui, effectivement. J'imagine que l'outil a été développé avec les métiers. Est-ce qu'il y a eu un effet waouh du métier au début? Ou est-ce petit à petit avec l'ajout de features de l'outil sur un projet? Alors, en fait, moi, tu me contrediras, Thomas, moi, je n'ai pas senti l'effet waouh. Par contre, j'ai senti qu'avant Chapache, on avait des échanges laborieux.
Et on avait parfois certains métiers qui ne prenaient pas de pincettes avec nous sur ce qu'on produisait et ce qu'on essayait de leur restituer en nous disant que la vraie vie, la connaissance du client, c'est eux qui l'avaient et les features qu'on choisissait d'intégrer et la façon dont on travaillait sans pouvoir faire vraiment l'effort de partage et de vulgarisation était source d'irritant pour eux. Et alors, autant je n'ai pas d'effet waouh, autant j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il n'y a plus cet irritant. Que les échanges sont un peu plus fluides, qu'il y a un peu plus de confiance. Voilà. Alors après, sur la partie co-construction de Chapache en lui-même, j'ai eu le sentiment quand même qu'on prenait pas mal le taureau par les cornes. C'est-à-dire que si on a proposé cet outil, c'est parce qu'on voyait qu'il y avait des irritants et que ça ne se passait pas toujours bien avec le métier. Et donc, on l'a plutôt, je pense, au début, développé en chambre. Et on a partagé le produit final plutôt en bout de chaîne, en fait. Et donc, cette amélioration continue, pour rebondir, en fait, vous êtes toujours sur la logique en chambre, c'est-à-dire que vous allez proposer, Mais par exemple, à la fin de ta présentation, tu expliquais dans les prochaines features à venir, pour le coup, dans les prochaines releases, le développement d'un NLP parce que c'est un besoin qui a remonté du métier ou c'est parce que c'est vous qui vous avez dit tiens, il manque ce bout-là? Ouais, alors on a commencé nous, en tant que techniciens de la data, sur ce besoin NLP, pour débugger nos modèles, pour mieux comprendre pourquoi ce qu'ils pouvaient pêcher dans une erreur, dans un faux positif. Et pour nos besoins internes, on s'est rendu compte que ça pouvait avoir du sens de travailler cette notion-là. On s'est rendu compte aussi que l'existant en termes d'explicabilité sur le NLP, il y avait des choses intéressantes, des experts, des leads de Hugging Face, mais que finalement, ces solutions-là, elles avaient aussi quelques limites. En tout cas, elles ne répondaient pas parfaitement à ce qu'on voulait faire. Et puis, dans le même temps, en parallèle, le métier a exprimé aussi le fait qu'ils avaient ce besoin, qu'eux aussi, parfois, ils ne pigeaient pas bien pourquoi Mélusine avait mis telle chose dans telle rubrique. Et ils avaient besoin de cette compréhension pour être dans de la co-construction avec nous. Donc voilà. Alors, Armand Noumet, si je résume et vulgarise un peu, Chapache, c'est le meilleur des diplomates entre l'équipe data et l'équipe métier, en fait. Ouais, c'est le sens, en tout cas, c'est l'idée originelle du sujet. Ouais, tout à fait. Et c'est ce qui. D'accord. Est-ce que dans les expériences avec notamment la Société Générale, est-ce que vous avez. Il y a un retour chez eux, ils l'ont mis en place Alors, pour la Société Générale, alors clairement, pour le coup, c'est eux qui sont venus avec cette thématique qu'ils avaient déjà traitée en interne chez eux. Ils utilisaient Chap, mais pas que. Ils utilisaient aussi Lime. Et ils n'avaient pas forcément utilisé Chapache avant de contribuer au projet. Je vais discuter avec vous, ouais. OK. Après, la Société Générale, c'est grand. Je pense qu'on a vu la partie banque, là, pour le coup. On a vu plutôt des représentants de la partie banque. Mais il y a pas mal de services data science. Et de tous les... On a échangé vraiment avec beaucoup de groupes français. Et aujourd'hui, il y en a quand même un bon paquet qui l'ont au moins testé et qui l'utilisent. Pas surtout le périmètre qu'on couvre, mais sur la partie web app. C'est vraiment un facilitateur. Et quand tu dis groupe français, on est dans du banque assurance. Non, pas que. On a échangé avec EDF, on a échangé avec Total, on avait échangé avec Auchan, on a échangé avec plein de groupes. Ouais. Non. OK. Non, parce que finalement, tu vois, finalement, nous, le cas d'usage d'entrée, c'est un cas d'usage marketing. Mais Chapache, dès que tu as du machine learning supervisé sur des données tabulaires, tu peux l'utiliser. Et finalement, ça, tu en as dans tous les domaines d'activité du machine learning sur données tabulaires.
Autre question d'Armand qui ne s'arrête plus. Est-ce qu'il y a des limitations, hors prochaines features de l'outil évidemment, sur certains types de données, modèles, use case, style non supervisé et autres? Oui, C'est oui. quoi les limites de Shapash? Alors, Shapash, aujourd'hui, ça fait du supervisé sur données tabulaires. Donc, pour des problématiques de computer vision, de NLP, ça ne répond pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça marche aussi beaucoup sur les approches par arbre. On va pouvoir l'utiliser sur du… On fait de plus en plus en 2021, il y a pas mal de modèles qui sont proposés, des tabnets et compagnie, pour faire du deep learning sur données tabulaires. Aujourd'hui, Shapash, on va pouvoir l'utiliser, mais il va falloir un petit peu tordre les choses pour pouvoir s'en servir. Je pense qu'il faudrait qu'on facilite un peu l'intégration et l'utilisation sur ce type de modèle-là. Et sinon, ouais, ça fait du supervisé. Donc, on s'en sert aussi hein, pour catégoriser des travaux de clustering. Donc là, on est sur du non supervisé, ou notamment en marketing, on fait beaucoup de segmentation client, où on a un portefeuille de clients sur lequel on a plein d'infos et on essaie de faire des clusters. Bah, on peut quand même entraîner un modèle supervisé à prédire ces clusters pour ensuite utiliser Shapash. Et ça permet de bien catégoriser chacun des clusters obtenus. OK. Donc oui, il y a un cadre initial sur lequel Shapash est parfaitement rodé, mais finalement, il peut être utile à pas mal d'autres choses. D'accord. Vas-y, Sylvain. Alors, ici au wagon, est-ce qu'il y a des questions dans la salle peut-être? Damien, bonsoir. Déjà, un grand merci pour la présentation. Un grand merci de rendre le projet open source. Je l'ai utilisé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Ça m'a été bien utile, très inspirant. Quelques limitations dans les vues de tâches, en particulier sur les vues tabulaires, on a pas mal de colonnes, mais on y reviendra peut-être sur une issues où je réfléchirai à un truc un peu plus clair pour pouvoir faire quelques contributions. J'ai deux questions. J'en ai une. Est-ce que vous avez des vues spécifiques pour les métiers ou c'est uniquement les vues tâches que vous avez présentées via le Smart Explainer? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est est-ce que vous vous servez des résultats de chaque des features importantes globales et locales pour faire du featuring engineering a posteriori, pour ensuite dire, bon, ok, en fait, cette feature, elle explique très mal le modèle, ou elle a vraiment une feature d'importance très petite, je vais peut-être la retirer de mon dataset et le refaire un passage. Merci. J'ai pas mal parlé. Tu veux parler, Thomas, peut-être? Tu veux répondre? Je veux bien répondre, mais j'ai juste un doute sur la première question. Est-ce que la question, c'était si on avait d'autres vises qui n'étaient pas disponibles dans la web app? C'était bien ça ou c'était autre chose? Est-ce que dans les vues HTML, ce qui est dispo dans Plotly et Dash, vous avez fourni au métier uniquement ce que vous avez montré, vous avez des vues spécifiques par métier avec des résumés très précis pour tel problème de classif. Je vais plutôt présenter ça comme ci, comme ça, parce que j'ai vu avec le métier, il était plutôt intéressé pour ça, et faire d'autres vues plus spécifiques pour d'autres types de projets. Ouais, parce que moi, ça Ouais. Alors, je vais essayer de répondre. Alors, on a quand même une partie assez standard qui est la web app, où là, sur cette web app, on a voulu cadrer les choses parce qu'on voulait tout afficher dans un écran pour que ce soit simple pour naviguer. Donc là, on a une petite contrainte qui fait on a rendu le truc un peu rigide pour que ça tienne en un écran. Sinon, sur les autres vises, on en a quelques autres, notamment qu'on a intégrés pour alimenter la partie Shapash Report pour une gouvernance, une meilleure gouvernance et pour pouvoir rendre des comptes sur les modèles qu'on réalise. Donc, on a d'autres vises qui représentent tout simplement les statistiques descriptives à plat de
notre dataset de test et de train, un peu à la façon d'un Pandas Profiling ou d'un Google Facets. On analyse aussi les corrélations du dataset et quelques autres vises. Et puis sinon, les autres vises qu'on a introduites, elles sont un peu plus récentes. Elles concernent plus les métriques qu'on vous a présentées tout à l'heure. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Et on a également l'interaction plot, donc visualiser les contributions de Chap vis-à-vis de deux variables pour voir un peu la corrélation entre deux variables et l'influence sur la contribution. Ouais, ça c'est un truc intéressant à noter, c'est que on imaginait qu'on allait trouver des choses vachement intéressantes en analysant les interactions, c'est-à-dire j'ai deux features qui sont introduites dans mon modèle. Si je les regarde chacune de leur côté, je passe à côté de quelque chose de vraiment important. Et notamment, Chap, ils ont un exemple intéressant sur l'âge et je ne sais plus quel critère, où on voit vraiment que la variable, elle a un effet complètement différent si tu te places dans telle modalité de telle autre features. Et ben ça, on a essayé de regarder, et surtout nos cas d'usage interne, ça a été un pétard mouillé. Enfin, vraiment, on a identifié des trucs à la marge et rien de révolutionnaire. Donc, on n'a pas creusé plus cette dimension-là. Et donc, il y a un petit plot sur cette partie-là, mais pas plus. Sur la deuxième question autour du feature engineering, c'est vrai qu'on va de plus en plus là, on utilise de plus en plus ces chaplet value parce que c'est vrai qu'Yann disait que sur nos modèles de score, on avait 80 variables, mais ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est plus de faire une sélection des variables pour passer à plus 30-40, parce que plus on a de variables, plus on a de chances d'avoir de la dérive de données dans le temps. Et le fait de limiter notre nombre de variables, ça va nous permettre déjà d'avoir moins de préparation de données et également d'avoir moins de chances d'avoir des problématiques autour de la dérive de la donnée dans le temps. Et donc, le data scientist, pour faire sa sélection de variables, c'est vrai qu'on n'utilise pas trop d'algo qui font de la feature sélection. On fait plutôt, justement, on utilise la Web App Chapage pour assez rapidement obtenir nos chaplet value et nos contributions. Et on va regarder l'influence de nos variables et les variables qui contribuent peu ou les variables dont on ne comprend pas très bien le sens logique en termes de contribution sur notre prédiction, on va avoir tendance à les supprimer, surtout si elles ne sont pas très influentes. Est-ce qu'on a d'autres questions ici En tout cas, merci beaucoup aussi pour le feedback. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir tout entendu ce qui a pu être dit, mais on a compris en tout cas que tu avais pu tester Chapache il y a quelques mois et que tu avais trouvé quelques limitations. Je ne suis pas sûr de les avoir toutes bien entendues et on serait vachement preneur d'un retour s'il y avait moyen que soit tu nous les envoies, soit qu'on prenne date et qu'on échange à un autre moment pour que tu nous explicites ça un peu plus précisément, on serait vachement preneur. Damien, ok. Ok, alors moi j'ai une petite question encore d'Armand. Et sa question, c'est en interne, vous l'utilisez aussi pour faire le point sur des modèles, projets, comme il y a un peu de doc, info et versionning entre data scientists. Alors, Armand, si tu peux peut-être compléter ta question en démutant. Manifestement, Armand a un petit problème. Donc oui, est-ce que ça vous permet effectivement, avec ces histoires avec la lisibilité sur Chapache, justement,
entre data scientists de gérer votre versionning, de gérer toute cette partie documentaire? Est-ce que c'est un vrai plus, une vraie amélioration pour vous dans le quotidien ou... Alors, Chapache ne va pas nous permettre de gérer le versionning en tant que tel, le fait qu'on réentraîne nos modèles et qu'on les versionne pour les passer en production. On a d'autres outils pour ça. Chapache ne va pas nous permettre en soi de monitorer et le drift du modèle et le drift data. On est en train de finaliser une autre solution qu'on va open sourcer prochainement sur cette thématique-là. Par contre, oui, Chapache va nous permettre de figer l'état de notre développement. En tout cas, quand on est en période de construction du modèle où on a besoin d'échanger avec nos pairs, de confronter nos points de vue, etc. Au-delà du fait qu'on, comme on l'a dit tout au long de cette présentation, on échange mieux avec les métiers, je pense que ça facilite aussi le dialogue entre des data scientists et des groupes de data scientists qui travaillent chez nous sur la thématique score. Je ne sais pas si tu confirmes, Thomas. Oui, je confirme, mais c'est vrai que c'est un des gros avantages de la web app et du rapport qu'on va sauvegarder quand on a une version de notre modèle, c'est que c'est vrai qu'un data scientist, il va présenter souvent son score à un groupe de data scientists, mais finalement, à part les questions qu'on peut avoir, c'est difficile de bien analyser le travail qui a été fait et de pouvoir vraiment rebondir en détail sur le score qui a été construit. Et c'est vrai que l'avantage qu'on a depuis qu'on a la web app, nous, en fait, on va la sauvegarder en mémoire pour pouvoir y accéder et la montrer à nos métiers. Le rapport, on le sauvegarde. Et donc, quand un score est présenté, on va pouvoir analyser un modèle à froid finalement soi-même et après pouvoir discuter avec le data scientist. Et sur quelques cas dernièrement, ça a été d'une grande aide pour la communication et pour la compréhension de ce qui a été fait dans le modèle sans trop ingérer dans le travail du data scientist. Est-ce que, Armand, ça répond à ta question? Lève un pouce. Bon. Oui, ça répond. Oh oui, on reprend. OK. Est-ce que dans la salle, Sylvain, vous avez d'autres questions? Non, je crois que dans la salle, on a fait le... Ah, si. Si. Bonjour. Vous parlez beaucoup d'explainabilité, mais pas beaucoup de performance. Donc, sur vos modèles, est-ce que ça fait des grosses différences? Voilà. Ah ouais, super. C'est vrai qu'on a mis le paquet sur l'explicabilité et pas beaucoup sur la performance pour le coup là-dessus. Souvent, je ne sais pas forcément comment répondre sous quel angle répondre à la question. Je vais me lancer. Vous me direz si je réponds bien ou pas. Moi, j'ai l'impression que moi, ce que j'aime bien, en tout cas, dans les outils que j'utilise en data science, c'est qu'ils aient un périmètre assez clair. Je ne crois pas trop aux outils qui font tout, parce que finalement, ils font peut-être un peu tout, mais un peu tout, pas très bien. Et donc, nous, vraiment, on a mis le paquet sur le fait de pouvoir rendre interprétable notre modèle à travers cette solution. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher de la performance sur certains cas d'usage. Ça ne veut pas dire je pense quand même que quand on fait le travail qu'on a fait aujourd'hui, quand on veut nourrir les opérationnels des éléments d'explicabilité, ça veut dire que quand même, je pense qu'on ne peut pas tout faire en termes de features engineering. Souvent, le features engineering, c'est ce qui va nous permettre de gagner des points et qui va nous faire vraiment les plus gros gains de performance sur ces problématiques-là. Et j'ai l'impression que si notre enjeu est de rendre
nos modèles un tant soit un peu interprétables. On ne peut pas non plus tout se permettre en termes de features engineering. Après, voilà, notre souhait à travers Chapache, ça n'a pas été de créer un dogme et une seule vision, une seule façon de voir les choses. Et peut-être qu'il y a moyen de faire un mix, de chercher de la performance en faisant des modèles un peu plus black box, un peu moins interprétables de par le features engineering qu'on réalise peut-être, mais que finalement, il y a peut-être moyen de trouver le meilleur des deux mondes en faisant deux modèles, quoi, en allant gratter de la performance avec un modèle un peu plus raffiné et en gardant à côté un modèle un peu plus interprétable pour quand même restituer à nos utilisateurs les grands drivers d'une recommandation. Je me suis lancé, mais je ne sais pas si ça répond parfaitement. Merci. Ok. Encore une question, peut-être? Je crois qu'on a fait le tour. Un grand merci Yann, un grand merci Thomas pour cette séquence vraiment très intéressante, très instructive, et puis qui ouvre la voie effectivement à de nouveaux développements pour vous. Donc on est impatient de voir les nouvelles releases que vous allez pouvoir produire dans les prochains mois, notamment sur la LP. Je pense que ça ouvre aussi là aussi des perspectives particulièrement intéressantes. Un grand merci à toi, un grand merci à tous les deux, et à très bientôt pour un nouveau meet-up, sans doute au mois de janvier. On peut se lancer au mois de janvier. Merci pour votre participation en ligne aussi. Merci beaucoup. Salut à tous ceux qui sont en ligne. Portez-vous bien. Merci à tous. Très bonne fête. À vous merci. aussi. Au revoir.